Bienvenue sur ce débat de la mi-journée. Les Nations Unies définissent le discours de haine comme un discours injurieux visant un groupe ou un individu sur la base des caractéristiques intrinsèques telles que la race, la religion ou le genre et pouvant menacer la paix sociale. Alors que le pays, le Gabon, traverse une période électorale en ce moment, nous revenons sur les dangers de cette pratique et comment la prévenir. Et pour débattre justement sur le sujet sur ce plateau, je reçois Madame Nathalie Sandra Eyégué, épouse Bangema, secrétaire générale de l'ONG Cris de Femmes et médiatrice de paix. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Avec vous, monsieur, un habitué de ce plateau, Jean-Maurice Amal Boumba Ibinda. Vous êtes journaliste, économiste, géopolitologue, géostratège. Bonjour. Bonjour. Nous allons donc aborder ce point, le discours de haine. Peut-être que c'est un concept que les gens ne maîtrisent pas. Peut-être que ce n'est pas comme ça qu'ils appellent ça au quartier. Discours de haine. J'ai présenté une définition de l'ONU. Mais, monsieur Boumba Ibinda, est-ce que vous pouvez nous présenter ça de façon simple? Vu la période justement qu'on traverse, période électorale, comment est-ce qu'on peut résumer les dangers qu'il y a justement derrière un discours de haine, là, maintenant? Merci beaucoup. Comme d'habitude, lorsque vous me donnez la parole, je reviens toujours sur l'essentiel pour dire ceci. Lorsqu'il y a une élection présidentielle, il y a un débat. Il y a un autre problème qui se pose, c'est le problème des financements. Donc, à partir de là, il y a des problèmes également qui surviennent. Comment est-ce qu'on répartit le débat? Comment est-ce qu'on répartit les financements? Quelle est la possibilité pour que chacun respecte chacun? C'est là où c'est difficile. Ensuite, il y a les propos déplacés. Le respect, vous parlez du respect, c'est central dans justement le problème du discours de haine? Mais bien sûr, il faut commencer par le respect. Si vous ne respectez pas quelqu'un avec qui vous échangez, il y a déjà outrage. Vous voyez? Donc il faut agir sur les termes qu'il faut utiliser. Il faut agir également sur la courtoisie, n'est-ce pas? Il faut respecter. Généralement, les jeunes que nous avons aujourd'hui ne respectent plus les aînés. À plus forte raison, lorsqu'ils se trouvent sur un terrain politique, ils voudraient en faire plus. Évidemment, c'est des bonnes guerres. Ensuite, il y a l'enjeu électoral. Lorsqu'on publie les résultats, qu'est-ce qui se passe? Avant de publier, comment est-ce qu'on conduit le débat? Quelles sont les forces en présence? Et parmi les forces, quelles sont les prédominantes? Ce sont tous ces éléments-là qu'il faut tenir, dont il faut tenir compte, parce que il suffit de se rendre compte que sur le terrain, on est déjà dominé pour que l'on puisse utiliser d'autres artifices pour pouvoir justement tenir le débat. Et c'est ça qui fait la différence en termes de démocratie. Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est accepter ce que l'autre dit et savoir le dire lorsque vous avez réagi. Et dans la réaction, il faut utiliser les termes qui sied pour justement garder l'essentiel, c'est-à-dire le respect entre individus, le respect entre hommes, le respect entre hommes et femmes, le respect entre femmes et femmes, parce qu'aujourd'hui, madame, je crois qu'elle prendra la parole tout à l'heure, vous voyez bien que les hommes sont plus incisifs, les hommes sont prêts à aller à la guerre, alors que les femmes, elles réfléchissent 2 fois, 3 fois avant de pouvoir aller en guerre. Justement. Vous voyez? Bien. Donc, notre rôle à nous, médias, c'est de dire aux gens, l'élection, ce n'est pas tout, comme on le dit. C'est choisir quelqu'un qui est accepté du peuple, n'est-ce pas? De façon démocratique, de façon à respecter également son projet de société qui deviendra programme de société. Une fois on l'a accepté, mais acceptons que quelqu'un qui l'emporte du point de vue donc de la démocratie, du point de vue pluraliste, qu'il accepte d'être président de la République. Et nous tous, nous devrions, une fois il est élu, il faut s'y mettre. Parce qu'après tout, il faut construire. On doit construire. Justement, Madame Bangema, quel est votre avis sur ce que M. Boumba Ibinda vient de nous partager? Mais je pourrais quand même abonder dans son sens. Comme il a dit au départ, il faut qu'il y ait d'abord respect mutuel. Et puis, en tant que femme, vous savez que la femme est vectrice de changement et de paix. La femme incarne la douceur. Comme il a dit tout à l'heure, l'homme, dès qu'il y a conflit, il est prêt à aller en guerre. Alors que la femme, c'est la tempérance. D'accord. La femme, c'est la tempérance. Mais beaucoup considèrent le discours de haine comme une menace sérieuse pour la cohésion sociale, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, on sait, le Gabon, c'est 2 millions d'habitants, c'est une quarantaine d'ethnies, c'est des chrétiens, c'est des musulmans, c'est un peu de tout.
des Blancs, des Noirs, tous Gabonais parfois. Oui. Est-ce que le discours de haine, c'est un danger qui peut venir perturber justement notre quotidien? Tout à fait. De toute façon, la haine part depuis nos foyers. Hein. On transporte tout depuis nos maisons. Tout à fait d'accord, hein, c'est vrai. Je suis vraiment d'accord. Nous transportons la haine depuis nos maisons. Tout à fait. C'est culturel, vous pensez que c'est quelque chose qui est lié peut-être à une éducation à... Oui, l'éducation est pour beaucoup. Comme je l'ai dit, nous transportons la violence. Tout part de notre éducation, notre base. Dans lesquelles on grandit, comme il dit. On est souvent confronté à d'autres personnes, d'autres civilisations. Moi, je vous prends par exemple le cas du Rwanda. Vous avez vu ce qui s'est passé? 3000 morts. Et je vous parle aussi du cas de l'Iran, parce que j'ai vécu la guerre de l'Iran. Et qu'est-ce qui a causé ça? Parce que c'est des discours qui étaient envoyés depuis Neuf-le-Château, depuis la France, par la teneur Roumanie, qui a conduit tous ces milliers de morts qui étaient malheureusement des jeunes. D'accord, donc on voit qu'il peut y avoir une influence extérieure sur le discours de haine aussi. Bien sûr. D'où le fait qu'on ne veuille pas d'ingérence dans les élections politiques dans les pays. D'accord. Monsieur Bouba Ibinda, lorsqu'on parle justement de cohésion sociale, on sait, la politique, c'est des affiches. La politique, c'est parfois des spots publicitaires. La politique, c'est parfois des discours, des débats à la télévision. Mais bien que tous les candidats signent, comme on le sait, un document, ils signent une charte pour s'engager au respect et pour s'engager au fait de ne pas déborder. Très souvent, le débordement arrive quand même. Comment est-ce que les Gabonais qui regardent ça devraient percevoir cela? Moi, je voudrais revenir sur un détail très important. Vous avez parlé de forces extérieures. Moi, je voudrais parler, par exemple, de la presse que nous sommes, que nous représentons. Je vais faire la différence entre la presse nationale et la presse internationale. D'accord. Bien. Parmi les gens qui incitent à la violence, je n'ai pas peur de le dire, vous avez la presse internationale. Hein? Nous avons nos collaborateurs qui viennent de l'extérieur, qui font France 24, qui sont des RFI. Mais écoutez, ce sont des organes de presse qui n'arrivent que lorsqu'il y a le feu, lorsque ça brûle chez nous. Ils sont quand même là déjà avant, ils sont là bien avant. Permettez que je dise, ils sont là avant, quand ils sont ici, ils abordent toujours les questions qui nous divisent. Aujourd'hui, on parle des relations entre Ali Bongo et le candidat. Hein? Vous voyez, aujourd'hui, on parle de tout. Juste pour dire, bon, réveillez les esprits en disant, même si demain vous gagnez, sachez qu'il y a un problème qui a existé. Est-ce qu'on ne devrait pas parler de ça? Pardon? Est-ce qu'on ne devrait pas parler de ça? Il faut en parler, mais avec des termes qui sied, n'est-ce pas? Nous sommes des Africains, nous. Lorsque nous réglons les problèmes chez nous, dans un corps de garde, on n'utilise pas des couteaux. D'accord. Vous voyez? Mais nous, dans le langage journalistique, nous avons des expressions qui énervent. Lorsque vous insistez sur une question, alors que la réponse y est, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous demande de vous surpasser. Et se surpasser, c'est pouvoir se dominer. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui ne se domine pas, ou qui ne domine pas sa parole, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez, lorsque vous êtes interviewé, nous les journalistes, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons toujours la petite bête. Et quand on cherche la petite bête, il faut avoir face à lui quelqu'un qui soit sage pour dire « Attention, je ne veux pas aborder cette question parce que c'est une question qui fâche ». Nous disons que lorsque nous acceptons que la presse internationale intervient dans nos affaires, que la presse internationale nous laisse notre liberté de nous exprimer en fonction de nos us et coutumes. Parce que, rassurez-vous, un petit Français n'a pas le droit de vous voyer son père, il le tutoie. Or, chez nous, c'est le contraire. En effet. Moi, je ne peux pas tutoyer mon père, je le vous vois, dans mon langage maternel. Vous voyez, ça, ce sont les différentiels dont il faut tenir compte lorsqu'il y a une élection présidentielle. Que la presse nationale et internationale, qui se dit démocratique ou démocratisée, nous laisse tranquille, nous laisse régler nos problèmes. Nous avons des journalistes qui ont été formés, ça je le dis bien. Mais moi, permettez que en parlant de journalistes, justement, qui est journaliste de nos jours? Parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, très bien, avec l'avènement des médias, on va dire de tous les nouveaux médias, comme on dit, quelqu'un peut avoir une plateforme sans formation et déposer là-bas des diatribes et des phrases qui peuvent fâcher. Bien sûr. Et même parfois qui peuvent toucher une communauté. Puisqu'on parle du discours de haine, ça peut toucher une communauté. Très bien. Vous savez qui doit régler tout cela? Est-ce que vous savez qui doit régler? Qui doit le faire? Nous avons deux organes, nous avons deux institutions spécialisées. Nous avons le ministère de la Communication et nous avons la Haute Autorité de la Communication. En effet. Bien. Le ministère de la Communication, qui est une institution technique, doit former les journalistes dignes de ce nom. N'est-ce pas? Pas aller chercher une petite école au Cameroun et dire, bon, j'ai formé des journalistes. Moyennant des budgets colossaux. Et comment on vérifie le niveau? Permettez que j'expose un peu. Allez-y, oui.
Le niveau, c'est d'abord ne pas prendre qui que ce soit, ok? Aujourd'hui, le niveau, moi j'ai été recruté avec le niveau licence. À l'époque, c'était ma maîtrise. D'accord. Ok? J'ai fait ce qu'il fallait, et même si j'ai ajouté autre chose, mais j'ai d'abord été formé en tant que journaliste. Il faut envoyer les journalistes dans les écoles qui s'y est. Et au Gabon, nous avons cette possibilité maintenant d'avoir des écoles, parce que les professionnels qui y enseignent sont des gars qui ont été dans les grandes écoles. D'accord. Lorsque les Français viennent ici pour intervenir du point de vue de la démocratie ou du point de vue des médias, moi, je ne suis pas complexé parce que moi, j'ai fait l'école avec les Français. J'ai été jusqu'au Canada, en France et tout ça. À Marseille, je sais ce que vaut un petit Français en termes de journalisme. Justement, Okay? On va laisser parler Mme Banguema. Permettez que je termine juste oui, pour équilibrer les prises de parole. Non, mais j'expose. Je parlais du ministère de la Communication. Oui. Okay? Je parle également de la haute autorité de la communication. Bien. Ces organes ne sont pas... Chaque organe doit prendre son couloir. Devrait prendre son couloir. Bien, doit prendre, pas devrait. Est-ce que c'est ce qu'on voit sur le terrain? Non, mais justement d'où le conditionnel. Bien, alors moi je dis qu'il faut que le ministère de la Communication sache que la haute autorité de la communication est là pour, 1, jauger de la qualité ou de la capacité d'un journaliste. D'accord. 2, savoir contrôler le contenu du journaliste. 3, savoir réguler le contenu du journaliste. Et 3, mettre en place l'article 11 du Code de la communication qui dit que lorsqu'il y a un débat électoral, n'est-ce pas, fut-il par exemple d'une élection présidentielle, il faut qu'il y ait égalité en termes d'intervention, en termes de... En effet, je vois que vous faites allusion. On va revenir dessus. Bien, merci. Madame Banguema, vous comprenez, M. Boubaye Binda, qui est un communicant, donc qui est passionné justement du sujet. Mais je voudrais qu'on puisse revenir toujours au cœur de ce dont nous débattons, parce que nous parlons du discours de haine. On parle d'ingérence étrangère, on parle de discours qui pourraient déstabiliser. Vous, en tant que Gabonaise, est-ce que vous avez un vécu, vous avez un souvenir que dans cette République, dans ce pays, il y a eu des gens qui ont utilisé peut-être des médias, qui ont utilisé des supports afin de véhiculer un message ou des paroles ou des propos qui ciblaient quelqu'un, une communauté, un parti politique ou une entité en cette République? Vous savez, oui. S'il n'y en a pas, il faut le dire. C'est très bien. Ça permet aussi de dire que le Gabon peut-être ne connaît pas ce genre de phénomène. Si, le Gabon connaît ce genre de phénomène. D'accord. Vous avez souvenir de cela? C'était à quelle élection? C'était à l'occasion de quoi? 2016. Il y avait 2016. En 2016. Même 2009. Beaucoup de gens prennent souvent l'exemple de... 93. Voilà, ouais. Il y a eu beaucoup de contestations. Ouais. Vous pensez que l'origine, on va dire, patrilinéaire d'un candidat peut être attaquée dans ce pays, qu'il soit originaire d'une ethnie gabonaise ou comme un candidat qui était métis, donc gabonais et en même temps chinois? Vous pensez qu'on peut attaquer les gens? On n'a plus autant de respect pour considérer que, quelle que soit notre origine, on est tous gabonais et qu'on doit tous partager les mêmes valeurs? Est-ce que les valeurs sont en perdition? Oh oui. Vous savez, si on veut vous attaquer, ils vont trouver tous les moyens. Ils vont rentrer partout pour vous trouver, pour vous chercher. D'accord. Donc, les valeurs sont en perdition aussi. D'accord. Votre réaction? Oui, moi je pense que souvent ça commence par le foyer, ça commence par les voisins. Ouais. Nous cohabitons à Libreville, tout le monde nous sommes une espèce de mixage, une espèce de meeting pot, ok? Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est des diatribes, c'est des propos déplacés, c'est oui, tu es comme ça, tu es comme ci, alors que nous, de plus en plus, nous tendons vers une unité, une république une et indivisible. Oui, oui. Vous voyez? Comme dit la Constitution. Nous avons cette chance d'avoir le français comme langue commune, n'est-ce pas, qui nous permet justement d'échanger. Évidemment, à partir de là, il faut savoir que, bon, quand on utilise par exemple une expression qui n'est pas normale, qui ne peut pas créer une espèce d'unité, n'est-ce pas, par rapport à notre leitmotiv. Mais que dire des langues vernaculaires utilisées lors d'un meeting, par exemple? Certains considèrent que c'est une attaque envers les autres ethnies. Lorsque un candidat parlerait dans une langue, vous parliez du français tout à l'heure. Oui, bien sûr. Le français n'est pas notre seule langue, puisque nous avons une quarantaine de langues parlées au Gabon. Comment doit-on interpréter cela? Moi, personnellement, si je suis, par exemple, j'anime un meeting, je suis à OIM, je suis Lumbu, ok? Je ne peux pas m'hasarder à utiliser la langue fond parce que je risque d'écorcher certains mots. Ok? Première chose, disposition qu'il faut prendre, c'est ça. Ça veut dire que le candidat qui veut faire passer son message, s'il ne peut pas s'adresser directement
à la population parce qu'il ne sait pas manier cette langue-là, qu'il prenne un porte-parole, qui soit un interprète, qui soit justement des locaux ou bien du village pour pouvoir transmettre le message. Mais s'il est chez lui? Qui si le candidat est chez lui. Mais s'il est chez lui, il faut bien qu'il sache que quand il est chez lui, quand il parle. Justement, je parlais des jeunes tout à l'heure là. Les jeunes ne savent pas parler nos langues, hein, vous voyez. Quand il veut oser, puisque la politique voudrait bien que chacun s'essaye, quand il ose, généralement, il y a des propos déplacés. Des fautes. Okay? Donc, il faut faire extrêmement attention. Nous voulons bien promouvoir nos langues, naturellement, et il le faut bien, parce que nous avons été suffisamment, emprisonnés, n'est-ce pas? Mais il faut savoir prendre les dispositions nécessaires. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'interprète le ministère attitré pour dire, désormais, nous devons promouvoir nos langues. Et les langues, ça se promet avec, c'est de la science. Okay? On n'improvise pas une langue, il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut que nous ayons des thématiques, par exemple, accordées, et des thématiques qui ne sont pas accordées. Parce que lorsqu'on s'adresse, par exemple, à un vieux, moi, je grandis avec mes grands-parents, mes deux, du côté de maman et papa, mais ce sont ces gens-là qui m'ont donné le peu que j'ai aujourd'hui. D'accord. Et quand j'invite mes enfants à en faire davantage, ils me disent, mais papa, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire, que notre arrière-grand-parent, tout ça. Est-ce que tu es capable de nous dire ça? Si je ne suis pas capable, je ne peux pas le dire. On revient à l'éducation, aux valeurs. Voilà, on revient toujours à l'éducation, aux valeurs. Les us et coutumes, il faut en tenir. Madame Banguema, en tant que femme, vous avez pu constater que l'élection la plus importante du moment, donc la présidentielle, il n'y a qu'une seule femme. Selon vous, est-ce que c'est l'émanation de la société gabonaise qui montre qu'il y a plus d'hommes qui sont sur le champ politique que de femmes? Est-ce qu'il y a des efforts encore à fournir pour la femme pour s'imposer dans le champ politique au Gabon, selon vous? Déjà, cette femme, elle est courageuse, elle est à féliciter. Je pense que le reste va se faire. C'est déjà un appel, les femmes ont entendu. Je pense qu'avec le temps, nous allons nous préparer. Parce qu'il faudrait que les femmes soient davantage outillées. C'est ce qui manque. Les femmes ne sont pas... Et puis, il y en a qui ont peur. Il faut être déterminé. Il y a tout ça, là. Il y a ces facteurs. Elles ont besoin d'être renforcées. Voilà. Mais est-ce que vous avez, par exemple, au sein de votre ONG, je vois que vous êtes la secrétaire générale de l'ONG Cris de Femmes. Oui. Est-ce qu'au sein de votre ONG, vous parlez de leadership? Est-ce que vous outillez les femmes? Parce qu'une femme peut être attaquée en période électorale. Parce que le discours de haine, ce n'est pas uniquement... Bien sûr. Une femme peut être attaquée parce que c'est une femme, justement. Est-ce que vous avez prévu ce genre de scénario où vous devriez pousser, peut-être motiver des jeunes femmes afin de naviguer dans ce lac de requin qu'est la politique? Vous dites lac de requin? Pourquoi lac de requin? Parce qu'en effet, il y a tout genre de danger. Tout genre de danger. Ouais. Oui. Il faut considérer qu'une femme, on ne devrait pas signaler le fait que c'est une femme lorsqu'elle a affaire à 7 hommes, par exemple, comme sur le cas de Channing, madame. Non, elle est courageuse. Hein. Justement. Ah non, elle s'est jetée dans la mare, elle dit, je fonce. Mais je demande si vous soutenez justement ce genre de cas et si vous encouragez les femmes dans votre ONG. Comment vous le faites? Mais là, il faut d'abord, il faut les renforcer, il faut des formations. Nous les formons. Vous avez des formations donc, au sein de votre ONG. Voilà. Et ensuite? On les forme, on les accompagne sur le terrain. Quel terrain? Il y en a qui sont déjà... Bon, on ne peut pas tout dire ici, au moment venu. D'accord. Monsieur Boubaï Binda, oui. on revient à vous. On revient sur les médias. On va les nouveaux médias, on parlait des réseaux sociaux. Tout à fait. Et vous parliez du fait que le ministère de la Communication devrait peut-être s'assurer que... Canaliser tout ça. On sait qu'ils le font déjà. Il faut une carte de presse pour offrir un média au Gabon. Il faut plein de paramètres, payer des taxes. Mais malgré ça, il semble qu'il y a des petits... poissons qui traversent le filet, qui arrivent à créer des pages sur les réseaux sociaux et à diffuser des messages qui ne sont pas forcément contrôlés. Comment est-ce qu'on pourrait endiguer cela? Bien, il y a un outil qui existe bel et bien, c'est le code de la communication. Je vous ai dit, j'étais là et je crois qu'il y a quelques jours, je disais que le code de la communication actuel est caduc. Pourquoi? Mais parce que la presse aujourd'hui est dépénalisée. Ça veut dire que si vous avez insulté quelqu'un, vous avez diffamé quelqu'un, on ne vous met pas en prison. Mais vous savez combien vous allez payer? Au moins 5 millions de francs CFA. D'accord. C'est trop. Okay? Plutôt que de laisser quelqu'un faire un mois en prison, au moins il aura compris pourquoi il ne faut pas insulter quelqu'un, plutôt que de lui dire de payer 5 millions, parce qu'il ne va pas les payer. Première chose. Deuxième chose, lorsqu'on parle de la HAC comme étant l'organe de régulation de la communication au Gabon, mais il ne faut pas laisser une HAC comme ça sans moyens. Il faut tous les moyens didactiques. Vous considérez que la HAC n'a pas de moyens? Je ne voudrais pas entrer dans la gestion de la HAC. Mais vous venez de dire que c'est sans moyens. Ça a comme l'impression que la HAC n'a pas de moyens. C'est une impression. Moi, j'ai été conseiller technique chargé des questions politiques et électorales à l'époque du CNC, Conseil national de la communication.
J'ai quelques souvenirs du code de la communication. C'est justement pour cela que je me permets de dire certaines choses. Du point de vue de la régulation, qu'est-ce qu'on fait? Regardez ce qui se passe en ce moment. Okay? Si vous allez au siège de la HAC, vous avez peu de chances de trouver des cadres qui sont là, qui travaillent. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Okay? Et pourquoi ils sont ailleurs? Ils vont travailler ailleurs? Ils vont... Mais non, ils ont été affectés. Vous voyez, beaucoup de journalistes ont été affectés ailleurs, à l'intérieur du pays. Hein? Vous voyez, il y en a qui sont à Mongo, Molengi Binza et tout ça. Et quand ils y vont, ils n'ont pas le moyen didactique. Le moyen technique, il n'y en a pas. Hein? Le Wi-Fi, par exemple. Il y a des endroits où ce n'est pas arrosé. Donc, si vous... Moi, ils ne peuvent pas contrôler. Bien. Il leur manque les outils de contrôle. Non seulement ils ne peuvent pas contrôler, mais ils ne peuvent pas émettre. Okay? Il y a des zones où on ne peut pas émettre. Il faut partir de là. Tu viens à Chibanga. Maintenant, tu envoies l'élément que tu as filmé sur le terrain. C'est un retard. C'est un manquement également. Il faut tenir compte de tout cela. Vous voyez, quand on va à une élection, on ne se permet pas de faire un séminaire. Préparer un séminaire pour les journalistes, je dis c'est peu. Un journaliste, c'est un corps sérieux. N'est-ce pas? Il faut le préparer. Il faut recruter les journalistes dignes de ce nom. Ça veut dire quoi? Il a un master, par exemple, en lettres modernes. Envoyez-le dans une école de journalisme pour qu'il soit spécialisé. Il ne peut pas être journaliste qu'il veut. C'est comme la médecine, mon Dieu. Tu ne peux pas prendre le bistouri et pouvoir opérer quelqu'un si tu ne sais pas comment commencer. Le journalisme, c'est l'éthique et la déontologie. C'est une règle principale, qu'il faut respecter. Maintenant, par rapport aux réseaux sociaux, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Mais ce n'est pas simplement parce que chacun peut prendre un téléphone, il filme, il envoie. Et quand il envoie... La liberté d'expression. Je pense que lorsqu'on parle de régulation, il faudrait qu'on puisse tenir compte aussi du fait que quelqu'un peut émettre un avis. Quelqu'un peut publier ce qu'il pense. Mais justement... À la base, il est libre de le dire. Justement, il est libre, mais il n'a pas le contrôle de lui-même. Pourquoi? En effet, la frontière est fine entre le discours de haine et... Vous savez comment il faut faire pour corriger ça? Il suffit d'envoyer quelqu'un, je dis bien. Au lieu de lui demander 5 millions qu'il ne peut pas payer, envoyez-le en prison. Donc, l'histoire de dépénaliser vous voulez qu'on emprisonne toute personne qui publierait quelque chose qui ne plairait pas? Mais quand on diffame quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut? La diffamation, c'est... Écoutez, il faut envoyer quelqu'un en prison. Quand tu n'es pas du métier, ne fais pas n'importe quoi. Imagine-toi que tu prennes les bistouris, comme je le disais, que tu te mettes à opérer quelqu'un. Et puis la personne meurt. On va te laisser tranquille. D'accord. Bon, vous voulez une sacralisation du métier de journaliste, en fait. Certainement pas sacralisé. Pourquoi? Nous sommes en démocratie. Mais ce qu'il faut, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est donner le minimum de chacun qui voudrait s'y essayer. Parce que c'est ça. Et le code de la communication a commis une erreur à ce niveau-là. À l'époque, le ministre, il était ministre, Billy Binzé était ministre. On va aborder, il reste 3 minutes. Madame Banguema, oui, il faut bien qu'elle puisse s'exprimer aussi. Bien sûr. Non. Je voudrais un peu revenir dans justement, ce sens. Oui. Je prends le cas de l'Iran, par exemple. D'accord. Quand tu fais paraître un article qui ne leur plaît pas, même plus qu'un livre, ils t'appellent. Il dit, qu'est-ce que tu as mis là? Ah bon, ça ne nous plaît pas. Et toi et ton livre, allez, en taux là? Vous allez en prison, c'est clair. Au Sénégal, et vous considérez que ces conditions sont favorables à un État démocratique, à une République qui se respecte, Madame Banguema? Mais attendez, est-ce que République veut dire désordre? C'est ça. On enferme toute personne qui dirait quelque chose qui ne plairait pas. Dès lors que vous avez diffamé quelqu'un, vous allez en prison, c'est clair. Parce que si on vous demande 5 millions, vous n'allez pas les payer. Il faut respecter autrui. Voilà, dans ce cas, peut-être qu'il faudrait changer la législation. Bien sûr, au lieu de 5 millions. Il faut revenir sur le loi. Il faut travailler sur le code de la communication. Avant la prison, on pourrait peut-être d'abord faire une amende, on pourrait d'abord peut-être faire des travaux d'intérêt public ou autre chose. Pas l'amende. Je dis bien que la prison. seule façon de punir quelqu'un, c'est l'envoyer en tôle. Et il va peut-être pour 2-3 mois, il saura que désormais, il ne va plus insulter quelqu'un. Parce que c'est ça le problème. Chacun prend le téléphone, il filme, il diffuse et il s'en fout. Et ça, c'est dangereux. Justement, à propos de la paix civile que nous cherchons, c'est ça, il faut respecter. Chacun doit faire son métier. On va donc faire un tour de table. On est arrivé au terme de l'émission, dernier tour de table. Désolé, vraiment. On va commencer par vous pour finir avec Madame Banguema. Alors, donc, votre dernier mot, s'il vous plaît. Oui, moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est laisser les gens qui peuvent parler. Le discours de haine, bien sûr. Voilà, pour un meeting, il faut que ce soit les hommes qui savent parler français, par exemple, qui parlent français. Si tu ne parles pas franc, ne parle pas franc parce que tu risques d'écorcher quelqu'un qui est là, qui est franc. Il est par exemple du Nord, il est au Sud, il travaille, nous sommes un pays, nous sommes un seul pays. Bon, il est franc, il est chez les Pounous. Si vous utilisez un mot franc qui écorche son existence, ça ne va pas lui plaire. Il va prendre le téléphone, appeler. Et là-bas, on sait que dans le Hollandais, il y a un franc qui doit être là-bas, il y a également un Pounou qui doit passer là-bas. Donc ça, c'est à proscrire, s'il vous plaît.
Ce que je voudrais, c'est que les gens se respectent mutuellement, que les jeunes respectent les aînés. Parce que les jeunes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Également, on ne peut empêcher un candidat de parler dans la localité parce qu'il ne serait pas peut-être leur candidat. Peut-être pas l'empêcher. Comme on a vu déjà auparavant. Peut-être pas l'empêcher, mais avoir une retenue, justement. Vous-même, avant de parler, sachez que ce que vous allez dire peut ne pas intéresser ce à quoi l'expression est destinée. D'accord. Okay? Ce qu'il faut faire, c'est d'être sage. C'est tout. D'accord. Madame Banguema. Voilà, moi, ce que je voudrais dire, c'est que après la période électorale, il y a toujours une vie. Donc, concernant les discours de haine, que ce soit en période électorale ou après, c'est à bannir. Je pense qu'il faut toujours continuer à sensibiliser, que tout le monde doit s'engager. Voilà, ça doit être inclusif. D'accord. On comprend que c'est inclusif, on doit tous s'engager et après les élections, on demeure gabonais. Bien sûr. On ne change pas de pays. On revient à de meilleurs sentiments. On est ici, on est toujours voisins, on est toujours frères, on est toujours amis. Et merci à vous d'avoir été avec moi sur ce plateau. Vous êtes Nathalie Sandra Eyege Banguema, secrétaire générale de l'ONG Cris de Femmes, médiatrice de paix. Et vous êtes Monsieur Boumba Ibinda Amal Jean-Maurice, journaliste, économiste, géopolitologue, géostratège. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau. Merci. Je vous remercie. Merci également à vous d'avoir regardé. Restez connectés sur Gabon 24. À très bientôt. Au revoir.